Jérôme Sainte-Marie, est-ce que vous partagez ce constat? Vous qui avez un œil sur les sondages, les Français en attendent quelque chose ou non de cette interview? D'après les sondages, absolument pas. D'ailleurs, il y avait un sondage assez curieux, mais très intéressant, réalisé par Odoxa il y a quelques mois, et on demandait aux gens en substance, quand vous entendez le président de la République, est-ce que vous l'écoutez? C'était assez cruel comme question. Une majorité des Français, tout simplement, ne l'écoutent plus. La question était originale. Vous avez quelque chose d'assez surprenant, c'est que le président de la République avait une excellente occasion pour s'adresser aux Français, surtout dans les circonstances dramatiques qu'a connu le pays au début du mois de juillet avec les émeutes. C'était tout simplement l'allocution du 14 juillet. Alors c'est vrai que lui, c'est un rite médiatique, c'est pas un rite républicain, c'est un simple rite médiatique qu'il n'avait pas spécialement honoré depuis sa première élection. Je crois qu'il n'a parlé que 2 fois à cette occasion-là. C'est vrai que là, en l'occurrence, il y avait un certain cérémonial, il y avait une certaine attente des Français après les émeutes. Il a préféré se dispenser de cet exercice, peut-être parce qu'il n'avait pas de très bonnes nouvelles à commenter. Et là, le faire ça depuis Nouméa, avec une prise de distance géographique, mais qui peut être ressentie comme aussi symbolique par l'opinion, me paraît largement inadéquate. On va tout de suite au standard Sud Radio 0826 300 300. Laurie, parce que ça réagit déjà. Oui, avec Olivier qui nous appelle depuis Beaucaire. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Beaucaire dans le Gard. Et vous pensez que Macron en fait beaucoup trop? Alors moi je pense qu'il en fait trop, et surtout que ça n'intéresse que les politiques. Les gens, pour la moitié des Français, ils sont en vacances, donc ils n'écouteront pas. Et l'autre moitié ne l'écouteront pas parce que écouter une personne qui ment sans arrêt, qui dit je ne bougerai pas l'âge de la retraite, c'est garanti, et l'année d'après il fait une réforme. Je n'augmenterai pas l'électricité, et puis le 1er août ça augmente. Donc, les gens ne croient plus, ils sont lassés d'écouter un menteur. Là, il va s'adresser uniquement aux politiques, et un discours qui ne sert à rien, parce que son remaniement, là, tout le monde s'en fiche, ça ne change rien. On sait que tous les ministres, ils ont le petit doigt sur la couture et ils obéissent aux ordres. Donc, on peut mettre n'importe lequel, c'est pas grave. Même la première ministre, on l'aurait changé, ça serait exactement pareil. Les gens, je crois qu'ils se sont perdus là. Là, on est en train de perdre la population française en politique. Ils n'écoutent plus rien. Et ce que ça va faire, moi je vous le dis de suite, il va y avoir un mouvement qui va, aux prochaines élections, Marine Le Pen, elle va prendre 10 points. Merci beaucoup. Merci Olivier en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et vous restez avec nous. On fait réagir justement nos invités. Benjamin Morel, tout d'abord, vous avez entendu à l'instant Olivier, question de la crédibilité aussi de la parole politique, de celle d'Emmanuel Macron qui est posée, et le fait que voilà, il n'imprime plus finalement. C'est ça que ça soulève? Oui, c'est ça que ça soulève. C'est-à-dire qu'il n'imprime plus parce qu'il parle beaucoup et qu'il n'a pas grand-chose à annoncer. Qui plus est, en règle générale, les prises de parole sont souvent relativement contradictoires. C'est le fameux en même temps, mais je dirais marié à un stade de communication qui fait que vous donnez sur des sujets des gages qui vont être des gages fondamentalement différents à différentes parties de l'électorat. C'est une communication en silo qui, d'un point de vue purement électoral, fonctionne pas si mal. C'est-à-dire qu'il vise des électorats, c'est très américain, et il arrive à mobiliser ces électorats. Il a été réélu. Mais malgré tout, peu à peu, ça donne le sentiment que la politique n'est pas cohérente, que la politique n'est pas claire, et puis ça donne un sentiment qui est peut-être encore plus grave quand on pense crise de la démocratie. Ça donne le sentiment d'une impotence du politique, que le politique dit, mais que dire ce n'est pas faire, et que donc ce faisant, la parole politique, n'a plus réellement de crédit, et qu'il faut passer par des voies alternatives, ce qui évidemment, fondamentalement, est dangereux. Là, pourquoi parler au milieu de l'été? Justement parce que vous n'avez pas grand-chose à annoncer, parce que vous savez très très bien que les paroles, que le bilan que vous allez pouvoir tirer des 100 jours, personne ne l'entendra, étant donné que tout le monde s'en fiche. Et donc, stratégiquement, je dirais, on peut dire que c'est malin, parce qu'au moins vous êtes pas tenu de faire de grandes annonces, mais évidemment, vous participez un peu plus à creuser le trou dans lequel vous êtes. Jérôme Sainte-Marie, Emmanuel Macron, il nous a prouvé ces dernières années qu'il avait l'habitude d'avoir cette capacité-là de rebondir après les crises. On l'a vu après le confinement, et il avait l'habitude de remonter un petit peu dans les sondages. Là, ça va être beaucoup plus difficile. Vous avez l'impression? Oui, absolument. C'est-à-dire que les crises pour Emmanuel Macron ont plutôt été
dans le premier quinquennat une bonne opportunité. Pourquoi ? Tout simplement parce que Emmanuel Macron a été élu très largement au second tour en 2017 et dans une certaine mesure en 2022, mais parce que la gauche acceptait de jouer l'opérette de l'antifascisme. Mais en réalité, au premier tour, il a une base qui est de 24% en 2017, 28% en 2022. Il a réussi à la croître, mais c'est une base minoritaire, une base qui a un projet réformateur et qui adhère aux valeurs du progressisme à la Macron. Parce que Macron, contrairement à ce qu'on dit, c'est très bien ce qu'il fait. Macron a une ligne claire, une ligne qu'il suit, mais qui est malheureusement pour lui minoritaire dans le pays. Donc il est obligé soit de raconter des choses extravagantes, comme il l'a fait récemment quand il parlait, sa dernière prise de parole, le 21 juillet. Il dit que sa politique, c'est de garantir l'indépendance du pays pour consolider un modèle plus juste. En réalité, bien sûr, c'est pas du tout ce que perçoivent les Français, mais comme les Français sont attachés à l'indépendance du pays, ils n'adhèrent pas et comme ils sont attachés au modèle social français, ils n'adhèrent pas à son idéologie très libérale, eh bien, il est obligé de composer et donc de tenir un discours pour la majorité de la population qui ne correspond pas ni à sa politique, ni à celle que veut sa propre base. Or, les crises lui ont parfois permis d'élargir sur un mode, disons, négatif, sa base. Ça a été le cas, mine de rien, pour les Gilets jaunes, après avoir connu les tréfonds d'impopularité en novembre-décembre 2018, avec le grand débat, il avait réussi à parler à une partie de la gauche et surtout de la droite. Ensuite, le Covid lui avait fait gagner, si j'ose dire, sa gestion du Covid, de la crise sanitaire, lui avait permis de gagner 10 points. On vous a perdu, Jérôme Sainte-Marie, mais effectivement, vous disiez que sur ces dernières crises, en tout cas celle du premier quinquennat, il reprenait justement des points et que là, effectivement, c'est plus compliqué sur ce second quinquennat. On va essayer de vous rappeler pour que la connexion soit meilleure. Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, auteur du livre Le Bloc populaire aux éditions du CERF. On vous retrouve dans un instant. On vous retrouve également dans un instant Benjamin Morel, politologue, maître de conférence en droit public. 9h18, vous voulez réagir 0826 300 300, j'attends vos appels. C'est Manu qui vous attend au standard. À tout de suite. Le Grand Matin été Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. Sud Radio 9h21 et on poursuit les débats. La prise de parole d'Emmanuel Macron dans les journaux de 13h de TF1 et France 2 depuis la Nouvelle-Calédonie, seulement 3 jours après s'être exprimé pendant 25 minutes en direct depuis le Conseil des ministres. Est-ce efficace ou au contraire contre-productif ? On en débat avec nos invités, Benjamin Morel, politologue et maître de conférence en droit public, et Jérôme Sainte-Marie, fondateur de la société d'études et de conseil Polling Vox. On poursuit effectivement ces débats dans la première partie. À vous entendre, messieurs, j'avais l'impression qu'il y avait une ambiance déjà de fin de règne pour Emmanuel Macron, alors que on est seulement première année. Là, on vient de terminer la première année du second quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est pas inquiétant d'avoir cette impression-là déjà, Benjamin Morel ? Si, c'est très très inquiétant. Les fins de règne, les canards boiteux en règle générale, ça arrive lors des dernières années, voire même des derniers mois d'un dernier quinquennat. Donc là, on est dans une situation d'impotence larvaire en réalité, parce que en France, on vit avec cette idée qu'on a un président, que ce président il est puissant, qu'il dispose de tous les pouvoirs. En réalité, là j'ai joué mon juriste, mais c'est pas si vrai. Constitutionnellement, le président a peu de leviers, et là, en réalité, sans majorité parlementaire, il en a extrêmement peu. Alors cette majorité, elle est relative, elle est qui plus est explosée façon puzzle. Souvenez-vous des images de la motion de censure contre Elisabeth Borne dans la réforme des retraites. Alors, elle passe à 8 voix près, ce qui est peu, mais elle passe pas à 8 voix près, mais surtout, les députés de la majorité ne sont pas là, ils n'arrivent pas en soutien. Et si vous analysez le dernier remaniement, eh bien, il fait monter des députés parce qu'il sait que cette majorité relative est également très divisée, que la fin de règne, ça implique un pari sur le règne suivant, et que donc ce faisant, chacun aujourd'hui parie sur son cheval, qui est Édouard Philippe, qui est François Bayrou, qui je ne sais qui. Mais quoi qu'il en soit, il faut déjà préparer la succession, ce qui évidemment vous empêche d'emmener vos troupes à quelque part, quand bien même vous en auriez une idée. Donc cette situation-là fait que pour lui aujourd'hui, les marges de manœuvre sont limitées. En cas de dissolution, on voit que une dissolution produirait à peu près le même paysage politique, à peu près la même assemblée à l'heure actuelle que celle
qui est apparu en juin 2022, ça peut changer, hein, la limite peut exploser, etc. Il peut y avoir des facteurs, mais pour l'instant c'est le cas. Et de l'autre côté, avoir une majorité unie, cohésive et élargie, ça apparaît fondamentalement aujourd'hui un peu pieux. Jérôme Sainte-Marie, c'est pas la première fois qu'on a un président de la République qui enchaîne 2 quinquennats, qui plus est, on l'a vécu avec des septennats. Alors François Mitterrand, Jacques Chirac, on avait déjà eu cette impression-là sur des débuts de quinquennat déjà rendus difficiles. Est-ce que effectivement ça a déjà été le cas à ce moment-là, et est-ce que ces présidents ont su rebondir ensuite? Quinquennat, il n'y a pas non plus beaucoup d'exemples, mais c'est vrai que les deuxièmes mandats les seconds mandats, parce qu'il n'y en a pas de troisième en l'occurrence désormais, sont toujours difficiles. Ça a été le cas pour François Mitterrand, donc c'était à partir de 1988, ça a été le cas pour Jacques Chirac, c'était à partir de 2002, et donc c'est assez normal, parce que c'est la raison que vient d'indiquer Benjamin Morel, c'est-à-dire que le président ne pouvant se représenter, on commence à penser à l'Assemblée, à son successeur. Et donc les loyautés ont tendance à s'éroder un tout petit peu. En plus, il y a ce problème supplémentaire et pour le coup nouveau dans la République, c'est-à-dire le fait, alors c'était un peu le cas de Giscard, mais enfin bon là c'est beaucoup plus net, il n'y a pas de majorité absolue pour le camp présidentiel à l'Assemblée nationale. Et cela se passe dans un contexte, je pense qu'il faut quand même, au-delà, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Benjamin Morel, mais il y a également un contexte qui est de crise enchâssées les unes dans les autres, c'est les poupées gigognes en quelque sorte. Vous avez déjà une difficulté économique, on le veuille ou non, la France se désindustrialise, donc la France se paupérise, il faut dire les choses clairement. Ensuite, vous avez une crise sociale qui n'est pas réglée. 70% des Français étaient hostiles, à tort ou à raison, à la réforme des retraites. C'est passé au forceps, donc effectivement ça va être appliqué, mais l'opinion n'est pas convaincue, donc crise sociale qui perdure, et les Français, quand ils entendent parler d'un modèle plus juste voulu par le président de la République majoritairement, ne le croient pas. Et vous avez pourtant il l'a martelé vendredi dernier encore, sur cette question de la justice en tout cas. Oui, il croit en la force de son verbe, mais je suis pas sûr que c'est bien de dire des choses. Encore faut-il être entendu. Je rappelle encore une fois, 65% des Français déclarent qu'ils n'écoutent pas, tout simplement, le président de la République. J'ai retrouvé le chiffre. Donc vous avez enfin une crise sécuritaire et une forme d'inquiétude existentielle pour le pays, ça c'est les émeutes. Et je finirai par là, et je laisserai la parole à Benjamin Morel qui a certainement des choses à dire sur le sujet. Il y a aussi désormais, et de plus en plus, une crise de l'État. Une crise de l'État, on voit bien que ça fonctionne mal, la façon dont est gérée la police, encore une fois, je ne prends pas parti du tout sur le fond, je ne suis pas sûr que les policiers aient tort, mais cependant, c'est quand même un désordre institutionnel auquel on assiste. La justice et la police collaborent très mal. Le pouvoir politique, par rapport à ces administrations, ça se passe mal. Le président de la République a supprimé la préfectorale et le corps diplomatique. Ça a quand même des conséquences. Et enfin, il y a des doutes sur la cohésion du territoire. On verra bien, mais là, c'est vraiment le domaine de Benjamin Morel. On verra bien ce que le président de la République va nous dire depuis Nouméa. On va le faire réagir, justement, Benjamin Morel, juste pour vous informer qu'Emmanuel Macron vient d'atterrir, justement, à Nouméa. Benjamin Morel, à l'instant, Jérôme Sainte-Marie parlait de la question de la crise de l'État. On sait que Emmanuel Macron, on a parlé notamment par le prisme de la question des ministres et de l'importance pour eux de commander véritablement leur administration, que ça devait se jouer dans ce sens-là, et non pas l'inverse, le pouvoir politique qui revienne au centre du jeu, justement. En tout cas, sur cette question de la crise de l'État, vous vouliez réagir, Benjamin Morel ? Oui, c'est l'un des points fondamentaux, si vous voulez. En fait, il faut bien voir que dans l'idée de représentation, sur laquelle est fondée toutes nos démocraties, il y a deux variantes de la représentation. En tout cas, il y a deux aspects, il y a deux facettes. Il y a la représentativité, il faut que le pouvoir vous ressemble, mais il y a également le agir au nom d'eux. Et agir efficacement au nom d'eux, vous pouvez avoir une assemblée représentative qui vous ressemble, mais si elle n'a pas de pouvoir d'agir sur le réel, est-ce que vous croyez encore vraiment en la politique ? Et cette capacité à agir, ça passe par des activités matérielles de l'État, ça passe par des services publics, ça passe par les forces de l'ordre, ça passe par la capacité que l'État a à se faire respecter, à assurer le fameux monopole de la violence légitime, etc. Ce qu'il a
en partie perdu quand on a vu les émeutes récemment. Donc là, il y a un vrai sujet, si vous voulez. Est-ce que réellement, aujourd'hui, quand Emmanuel Macron parle, est-ce que Emmanuel Macron peut? Est-ce qu'en tant que chef de l'État, il incarne une action qui est une action efficace, ou est-ce qu'il capitule face à la réalité qui s'impose à lui, qu'il n'a pas les moyens de modifier? Là, il va à Nouméa, en effet. À Nouméa, il va faire quoi? On a eu 3 référendums sur la Nouvelle-Calédonie, et ces 3 référendums ont été négatifs. Donc normalement, la Nouvelle-Calédonie doit rester dans le giron national. Mais malgré tout, l'État négocie, parce que l'État n'est même pas capable d'imposer de manière claire et certaine les conséquences d'un processus extrêmement favorable aux indépendantistes, parce qu'ils gagnaient un référendum, la Nouvelle-Calédonie était indépendante. Ils en ont perdu 3. Et malgré ça, il n'y a pas une capacité à négocier en situation de force. Parler, on verra bien ce qu'il annonce sur la Nouvelle-Calédonie, mais c'est vrai que parler depuis Nouméa, c'est quand même assez symbolique. Benjamin Morel, je rappelle, politologue, maître de conférence en droit public. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci également à Jérôme Sainte-Marie, fondateur, je le rappelle, de Polling Vox, société d'études, de conseil spécialisé dans les enjeux d'opinion, auteur par ailleurs du livre Le Bloc populaire aux éditions du CERF. On verra justement ce que nous réserve tout à l'heure Emmanuel Macron dans les JT de 13h de TF1 et de France 2, à suivre bien sûr sur Sud Radio tout à l'heure avec Stéphanie Demureux pour le débrief, les analyses et avec vos réactions donc à partir de Dresseur. Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie. Merci Benjamin Morel. On clôture les débats avec le résultat définitif de notre question du jour sur notre compte Twitter Sud Radio. Et oui, cette nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron, est-ce contre-productif selon vous? Oui à 73%, non à 9%, sans avis 18%. Avec ces commentaires, certains parlent d'autosatisfaction et une opération de communication. Un autre internaute pose une question: qui écoute et croit ce président qui dit tout et son contraire? Voilà qui est posé en tout cas comme question. Allez, nous on revient dans un instant. Pas de question, une interview, pas celle d'Emmanuel Macron en l'occurrence, celle de Virginie Lemoine. Vous l'avez interviewée. Oui, on prend la direction du Festival d'Avignon. Elle a 3 pièces là-bas. Et voilà. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.